un autre membre donc, de la partie civile qui représente le collectif des paysans. Laurent. Bonjour messieurs, dames. Pourriez-vous enlever votre casquette? Vous êtes dans une tribunal, s'il vous plaît. Président. Merci. Le monde agricole aujourd'hui est mis à mal, il subit une concurrence déloyale. Il subit un système pervers, il est conduit dans un chemin dépourvu de bon sens. Le paysan est en perte d'autonomie, et c'est donc la souveraineté alimentaire mondiale qui en paie les conséquences. Nous devons avoir le choix de la manière de cultiver notre terre et de nourrir nos régions. J'accuse la firme de contamination irréversible des sols et des semences. Je prends pour exemple principal la technique OGM qui impose une dépendance en semences et produits phytosanitaires. J'accuse la firme d'assassiner et d'empoisonner le monde agricole. J'accuse la firme de mentir sur l'innocuité des produits et sur la viabilité de ce type d'agriculture. J'accuse la firme de mettre en danger le monde entier et de nous empêcher de faire notre travail qui est de produire une alimentation bonne, juste pour tous. Propre pour tous. Je demande justice et réparation pour les victimes actuelles et à venir. Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre, a dit quelqu'un. J'accuse aujourd'hui Monsanto de participer à la disparition des abeilles par la mise sur le marché des pesticides et de favoriser la monoculture généralisée. Je demande l'arrêt immédiat de ces commercialisations au nom du principe de précaution et pour la survie de l'humanité. Merci. Donc une autre représentante de la partie civile qui représente un collectif citoyen, Marie Stanescu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bonjour. Monsieur le juge. Messieurs, dames. Le blé n'ondule plus. Il n'ondule plus au vent. Non. Avec ça, plus de coquelicots, plus de bleuets, ni de sainfoin, plus d'oiseaux, ni d'insectes. Empoisonnés, mis dehors, exclus. C'est que l'homme est devenu un industriel de la terre à présent, et l'industrie, il faut que ça tourne, il faut que ça rende. Mort aux inutiles, même les paysans sont mis au banc. En Europe, les populations d'oiseaux des zones agricoles se sont effondrées de 50% depuis 1980. Les papillons des prairies sont 60% moins nombreux en 2010 qu'en 1990. Et aussi les variétés de blé, de pommes, de poires, de tomates. Partout le vivant s'appauvrit et s'effondre sous les coups de notre modèle moderne et compétitif. L'humanité en est-elle rendue plus heureuse? Pour autant, on peut en douter, et on parle encore d'1 milliard de gens dans la famine. Et moi, je ne retrouve plus le goût d'été, celui de mes tomates, celui de mes pêches, celui de mes épinards, vous savez, les légumes, les bons légumes. Résultat d'un travail entre la terre et les mains de paysans. Et moi, il me vient souvent des colères, des serrements de cœur, de ces saccages, de ces ciels qui deviennent vides. Et je pense à mon enfance. Et j'ai voulu vous en faire part, peut-être avez-vous eu la mienne. Sous le soleil, la pluie, dans le vert fouillis de prairies humides, le long de haies enchevêtrées, de noisettes, d'aubépines, de murs rouge sang, dans la forêt. Excusez-moi. Au bord de rivières pleines de libellules. J'ai passé des heures de mon enfance à admirer, sentir, respirer ces myriades de petites vies qui pouvaient se déployer là, dans les herbes parmi les fleurs, rouges, jaunes, bleues, si belles, si parfumées. Nul poison chimique, ni de grosses machines bruyantes ne venaient alors perturber le fil de leur existence. Alors je me souviens de la fourmi, peut-être vont-ils disparaître, de l'araignée aux longues pattes, des papillons colorés, si légers, si jolis,
de l'abeille, du bourdon noir, de la grenouille aux yeux d'or, du crapaud, du scarabée, des lucioles, du hanneton. La libellule. Je revois les hirondelles bruyantes sur le fil du départ vers l'Afrique. Et j'entends encore les chants d'oiseaux, les coucous, les rossignols, les mésanges, les geais, les pinsons, les bouvreuils, la bergeronnette, les moineaux, les hiboux, le rouge et gorge, les alouettes et perdrix, expulsés de leur champ pour cause de poison. Il était bon en été de tremper ses petits pieds dans de vifs ruisseaux, souvenez-vous, emplis d'écrevisses, alors que maintenant, terminé, glyphosate. Et derrière notre métal hurlant, est-ce que vous mesurez le silence qui succède dans le champ à toutes ces vies? Alors, petite citoyenne, moi aussi, eh bien j'accuse la firme Monsanto, ses complices, ses experts confis de certitude, aveuglés de mépris. Je les accuse de forcer notre terre, nos champs, nos sols, à devenir des usines à rendement, au mépris de tout. Et je les accuse même d'être des voleurs, à côté desquels les voleurs de mobylettes sont de bien piètres voleurs. Je les accuse d'être les génocideurs de notre biodiversité végétale et animale et humaine, en tuant la classe paysanne. Je les accuse de priver les générations futures de ces simples joies qui constituent comme un viatique pour la traverser notre brève existence, contempler la nature, ses beautés, ses richesses et sa merveilleuse force. Souvenons-nous que c'est la seule richesse que certains peuvent partager comme ça. Voilà. Merci Marie. Au programme, il était prévu donc une intervention d'une ONG internationale, les Amis de la Terre. Donc j'appelle à la barre donc, un autre membre de la partie civile qui va nous expliquer pour quelles raisons il est là. Président, c'était pas les Amis de la Terre précédemment? Ou des animaux? Je vous demande un petit peu de respect pour la cour. C'est juste pour que ça soit... Oui, vous allez être censuré bientôt. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, je représente donc la Fédération internationale des Amis de la Terre. Bonjour. Donc chaque année, la Fédération internationale des Amis de la Terre réalise un bilan des OGM dans le monde. Et ce rapport donc rend compte de l'évolution des surfaces de culture d'OGM dans le monde. Il rend compte de leurs impacts et il vérifie les chiffres et les promesses avancées par les industriels des biotechnologies. Selon les conclusions de ce rapport des Amis de la Terre internationale, 99% des OGM sont cultivés pour fournir des aliments pour animaux et des agrocarburants, plutôt que pour nourrir les humains, comme nous dit Monsanto. Fournir des aliments pour animaux, donc évidemment, non pas pour nourrir les animaux de ces pays où sont cultivés majoritairement les OGM, mais bien pour nourrir les animaux de nos pays, par le biais du soja et d'autres plantes. Je ne vais pas faire la liste, je crois que vous la connaissez comme moi. Donc, aliments pour animaux, pour nourrir nos animaux, et agrocarburants pour nourrir nos voitures. Donc voilà à quoi servent 99% des OGM. Je trouve ça tellement odieux que j'en perds la suite. Donc, j'accuse donc la firme Monsanto de publicité mensongère, puisqu'il s'avère que les plantes GM ne sont conçues non pas pour régler la question de la faim dans le monde, comme cela comme ce que dit Monsanto, mais bien pour fournir de la viande dans nos assiettes et du carburant dans nos réservoirs. Ensuite, j'accuse Monsanto de ne pas prendre ses responsabilités par rapport à cet état de fait et par rapport à ce crime. En effet, à plusieurs reprises, nous avons demandé à Monsanto... Calmez-vous, ça va? Non, mais voilà, effectivement, c'est quand même très agaçant tout ça. Maître Trapp, je vous prie de laisser la partie civile développer son accusation. À plusieurs reprises, nous avons demandé à Monsanto de donner des informations précises sur l'impact environnemental et social des OGM sur l'ensemble de la planète.
de confronter ces allégations avec les expertises de certaines institutions, telles que le CRIGEN par exemple, et les expertises des associations, dont les Amis de la Terre. Et nous avons donc demandé à Monsanto de prendre ses responsabilités sociales et environnementales dans le cadre d'un plan de responsabilité sociale et environnementale qui s'inscrirait dans une juridiction évidemment beaucoup plus contraignante que celle qui existe aujourd'hui. À cela non plus, Monsanto évidemment ne nous a pas répondu, a refusé de nous recevoir. Donc, nous affirmons que leurs agissements à l'égard de la planète ne permettent pas à tous de vivre dignement et de préserver leur souveraineté alimentaire. En cela, ils se placent en dehors de la loi. Et nous considérons que l'existence de cette multinationale est donc une menace pour les populations du monde. Donc, au-delà du nécessaire respect des contraintes environnementales et sociales, nous demandons le démantèlement de Monsanto et de toutes les multinationales du même acabit. Mesdames et messieurs les jurés, rendez justice à l'humanité. Merci. Après avoir entendu les actes d'accusation, mesdames et messieurs les jurés, vous allez maintenant assister donc à la présentation des témoignages de la partie civile et de la défense. Et je vous demande d'être très attentifs, parce que c'est à partir de ces témoignages que vous pourrez faire votre opinion et décider si oui ou non Monsanto est coupable de crimes contre l'humanité. J'appelle donc le premier témoin de l'accusation, une journaliste, Marie-Monique Robin. Président, afin que ce procès se déroule quand même dans une bonne ambiance, est-ce que nous allons faire de la publicité pour un talk show? Je vois là, dans ce tribunal. Depuis ce matin, depuis le début de ce procès, je ne vois que des dysfonctionnements. Des jurés près de l'avocat de la défense, des agriculteurs qui viennent, je sais pas, presque c'est un carnaval. Et là, maintenant, on va faire de la publicité contre mon client. Donc, je voudrais que vous fassiez quelque chose. Je vous prie de laisser les témoins de l'accusation exprimer ce qu'ils ont à dire pour que les jurés puissent se faire leur opinion. Ce n'est pas à vous d'influencer. Non. Que ce soit noté dans le PV, s'il vous plaît. Donc, on mettra donc dans le dossier de l'accusation le livre qui est présenté sur le pupitre. Merci. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le procureur, Monsieur l'avocat, je note que vous avez un chewing-gum. Est-ce que c'est un chewing-gum de quelle compagnie? Alors, vous avez le droit de répondre quand les témoins vous demandent quelque chose. Avec de l'aspartame peut-être de CERN, c'était la filiale de Monsanto. Alors, il se trouve qu'au cours de ma vie, j'ai passé 3 ans à essayer d'enquêter sur cette multinationale américaine qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir sur tout son passé sulfureux et à travers les exemples bien connus, je crois, de tout le monde, des PCB, donc qu'on retrouvait dans les transformateurs électriques, ou de l'hormone de croissance bovine, ou de l'agent orange, etc. Je pense que là, le dossier est assez épais. Et je préférais me concentrer sur ce qui nous préoccupe tous, parce qu'il y a une actualité très urgente. Ce sont donc les OGM. Alors, et sur la manière dont ils ont été mis sur le marché et réglementés. Et je voudrais donc vraiment centrer mon intervention là-dessus, pour montrer comment Monsanto, qui était parfaitement au courant des casseroles qu'ils avaient, vous voyez où je veux dire, qui traînaient de grosses casseroles, donc l'agent orange, ils avaient manipulé des études pour nier la toxicité de la dioxine, ou l'affaire des PCB, où le dossier était très important, ils avaient été traînés en justice. Donc ils savaient qu'en demandant l'autorisation de mise sur le marché des OGM, dans les années 1980, on n'allait pas les croire sur parole si ils disaient simplement « faites-nous confiance, les organismes génétiquement modifiés ne sont pas dangereux ».
Faites-nous confiance. Personne ne leur aurait fait confiance. Alors, je vais dérouler cette histoire et vous allez voir comment ils ont contrôlé toutes les agences de réglementation, à commencer par celle des États-Unis, évidemment, en noyautant la science indépendante et en manipulant les directives, qui fait qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que ces organismes génétiquement modifiés sont des plantes comme les autres. Alors, dans mon enquête, j'ai retrouvé, par exemple, qu'en 1986, des représentants de Monsanto sont allés à la Maison-Blanche. 1986, c'est Reagan. Alors Reagan, vous voyez ce que c'est Reagan, hein? Reagan, c'est le début de la déréglementation, c'est une politique très libérale qui voudrait que les agences comme la Food and Drug Administration, la FDA, cessent de faire leur travail et que ne soient que des chambres d'enregistrement, des demandes de mise sur le marché des industriels. Donc, dès son arrivée à la Maison-Blanche en 1980, Reagan s'est employé à libéraliser le marché et à faire tomber tous ces obstacles qui étaient les demandes qui étaient effectivement réalisées jusqu'à son arrivée, des études toxicologiques sur les produits, etc. Donc, on est en pleine déréglementation. Et il se passe un truc incroyable, c'est qu'il y a 4 représentants de Monsanto qui vont à la Maison-Blanche, qui vont voir George Bush, qui est le vice-président de Reagan, et ils viennent le voir en disant, nous, on a un nouveau produit, là, qui va bientôt, on espère le mettre sur le marché dans quelques années, et eh bien, nous aimerions, ce sont les OGM, évidemment, sur lesquels ils sont en train de travailler, il n'y en a pas encore un de disponible, ils travaillent à l'époque sur un soja résistant au Roundup, déjà, bien sûr, et nous aimerions anticiper, et nous aimerions que vous nous réglementiez. Alors Bush dit, ah bon? Alors pourquoi ça? Parce que nous, on ne veut pas de réglementation, donc c'est simple, hein, il n'y aura pas de réglementation, comme ça vous mettrez les OGM sur le marché sans problème. Non, 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 disent-ils, nous voulons être réglementés. Ils savaient, parce que, pourquoi? Ils voulaient faire une réglementation sur mesure, de manière à ce que, donc évidemment, validée par la Food and Drug Administration, de manière à ce que quand il y a des problèmes ou des questions, on puisse dire, vous savez, il y a une réglementation, tout a été fait, tout a été vérifié dans les règles de l'art, et il n'y a pas de problème. Donc, tout ce que je vous raconte a été décrit très en détail dans un article du New York Times. Mes collègues ont trouvé et ont eu des informateurs qui l'ont remis un véritable plan de bataille qui a été élaboré ce jour-là. On est donc en fin 86 dans les bureaux de la Maison-Blanche où finalement, effectivement, la Maison-Blanche va se rendre à l'avis de Monsanto et va faire tout ce qu'il faut pour publier une réglementation des OGM, évidemment, entre guillemets, une non-réglementation, mais avec des arguments qui permettront de donner le change. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle, et qui est vraiment le principe intangible dès qu'il s'agit d'OGM, ce fameux principe de l'équivalence en substance, qui est le cœur de ce dispositif. Alors, c'est absolument incroyable de voir comment tout ça va se mettre en place, hein. Alors d'abord, on va recruter, la Maison-Blanche va accepter et va demander à la FDA de recruter un membre de Monsanto, qui est un certain Michael Taylor, que j'ai eu le grand plaisir d'interviewer, et qui va venir, donc, qui sera nommé à la tête de la FDA, numéro 2, et qui va donc rédiger un texte, qui sera un texte censé prouver que les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont équivalents en substance aux plantes dont ils sont originaires, Et donc, comme ce sont des plantes finalement comme les autres, il n'y a aucune raison de faire des tests particuliers, de tester leur toxicité, etc. Alors, quand Michael Taylor arrive à la FDA, eh bien, on demande aux scientifiques de la FDA de commencer à travailler sur cette question et essayer de trouver des arguments pour dire qu'effectivement, les OGM sont équivalents en substance aux plantes conventionnelles. Sauf que là, il se passe un truc incroyable, hein, c'est que les scientifiques de la FDA eh bien, vont s'y opposer. Alors, tous ces documents sont aujourd'hui déclassifiés et on peut avoir accès à ces documents. Un certain nombre vont donc rendre des rapports à la FDA. Je vais vous en citer quelques exemples parce que vous allez vraiment voir qu'il y a eu beaucoup de scientifiques de la FDA qui se sont opposés à ce projet qui consistait à dire comme ça, hein, sans faire d'études scientifiques, sans rien du tout, les OGM, c'est des plantes comme les autres, elles sont équivalentes en substance aux organismes non modifiés. Alors par exemple, vous avez le chef du département toxicologie de la FDA qui écrit le 31 janvier 1992 « Nous ne pouvons pas assurer que tous les produits transgéniques, et particulièrement ceux qui contiennent des gènes provenant de sources non alimentaires, seront digestibles. Par exemple, il est prouvé que certains types de protéines résistent à la digestion et peuvent être absorbées sous une forme biologiquement active. » D'autres vont dire, pour vous donner un autre exemple, Linda Kahl,
qui est le 8 janvier 1992, écrit « Les processus de manipulation génétique et de croisement traditionnel sont différents et selon les experts de l'agence, ils conduisent à des risques différents. Il faut donc les tester. » Donc vous avez toute une série de documents qui prouvent que les scientifiques de la FDA font leur travail, se disent « Un organisme génétiquement modifié, on n'a jamais vu ça avant, on ne sait pas ce que ça peut, la manipulation génétique peut provoquer au sein de la cellule, donc il faut faire des études. » Je vous ai lu ces textes, ces documents, ils datent de 1992. 5 mois plus tard, la FDA publiera un texte qui est la pierre angulaire du système de non-réglementation des OGM qui sera repris, y compris en Europe, où on affirme évidemment le contraire. Donc tous ces scientifiques ont été étouffés, toutes leurs remarques ont été étouffées, et on affirme le principe d'équivalence en substance. Et celui qui signe ce texte, je l'ai rencontré, j'ai passé 3 heures avec lui, c'était assez houleux. Il s'appelle James Mariansky. Il dirigeait le département des biotechnologies à la FDA. Il a été obligé de reconnaître devant ma caméra, donc ça c'est un... Vous pouvez voir, toutes ces vidéos sont évidemment à la disposition du tribunal. Ce sont des interviews absolument exclusives. James Mariansky n'avait jamais parlé à personne avant. Et il reconnaît que la décision de déclarer un OGM équivalent en substance à une plante non transgénique est une décision politique et pas scientifique. Politique, pourquoi? Parce que, évidemment, Monsanto et la Maison-Blanche ont compris qu'il y avait un énorme enjeu et qu'il fallait aller vite pour mettre sur le marché les premiers OGM, parce qu'à terme, c'était une manière de s'emparer du marché des semences, parce que, comme vous le savez, et ça, Monsanto a toujours été, pour cette question-là, absolument, n'a pas peur des contradictions, parce que d'un côté, ils vont dire, ce sont des plantes totalement similaires aux plantes non transgéniques, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut aller vite, il n'y a pas besoin de faire de tests. Et de l'autre, ils vont dire, ce sont des plantes absolument exceptionnelles, tellement nouvelles qu'il faut un brevet, n'est-ce pas? Là, il y a une contradiction que j'aimerais bien que le tribunal note très précisément, parce qu'on est au cœur du problème. On ne peut pas à la fois dire qu'elles sont exactement similaires aux autres, et dire qu'elles sont totalement différentes au point de vouloir un brevet, et de forcer les paysans qui, malheureusement, ont ces semences entre les mains, d'en racheter tous les ans, et à cause du brevet. Donc voilà, alors, ça c'était le cadre, donc c'est pas fini, parce qu'évidemment, il faut savoir qu'à l'époque où tout cela se passe, non seulement il y a Michael Taylor qui est au sein de l'agence de la FDA, mais c'est l'époque de... Là, on est entre-temps, au moment de la mise sur le marché du premier OGM, il y a donc, c'est M. Clinton qui est à la Maison-Blanche, mais qui continue exactement la même politique que M. Bush. Et je vais vous donner quelques exemples. Le secrétaire d'État au commerce de M. Clinton s'appelle Michael Cantor, c'est un membre du conseil d'administration de Monsanto. Linda Fisher, qui est la numéro 2 de l'agence de protection de l'environnement, eh bien, était la vice-présidente de Monsanto. Michael Friedman, qui était le numéro 2 à un moment de l'agence de protection de l'environnement, a dirigé Searle, laquelle compagnie Searle fabriquait l'aspartame que vous êtes en train de donc vous êtes en train de vous empoisonner là. Donc voilà. Et puis sans parler de... Sinon, vous allez laisser... Oui, tout à fait. D'accord. Donc, et voilà, donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle donc les... C'est un médicament, Mme Robin. Je mets à la tête, je prends des chewing-gums. Ah oui. Nous en reparlerons si vous voulez après, mais c'est pas le... Avec plaisir. Donc voilà, une centaine de personnes, pour moi à l'époque quand j'ai enquêté, une centaine de personnes qui faisaient l'aller-retour, vous voyez, comme ça, entre les agences de réglementation et Monsanto. Alors le plus fort, c'est Michael Taylor, lui il est absolument extraordinaire. Lui il a commencé à la FDA dans les années 80. Ensuite il est passé dans un grand cabinet d'avocats qui travaillait pour Monsanto, et notamment sur l'hormone de croissance bovine, pour dire qu'évidemment quand on a injecté des hormones aux vaches, il n'y a pas de problème pour la santé des vaches ni pour les humains. Puis après il est passé donc à la FDA, et après il est devenu, après avoir écrit son texte là, hein, qui a bloqué tout, et toujours aujourd'hui, parce que c'est la circulaire, si j'ose dire, la directive de la FDA donc qui fonde le fait qu'on a besoin de faire de tests, eh bien il est devenu vice-président de Monsanto. Et puis là après, c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui il est revenu à la FDA, donc vous voyez, c'est assez pratique. Voilà. Alors on appelle ça les portes tournantes. Alors dans le même temps, et ça c'est intéressant, parce que ce que le New York Times a révélé, ils ont récupéré un brouillon qui était un compte-rendu de la rencontre secrète entre Bush et dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les dirigeants de Monsanto en 86. C'était un vrai plan d'action. Donc le plan d'action consistait aussi, évidemment, à travers toutes ces personnes clés placées dans les différents endroits importants de l'administration, évidemment, étouffer toute velléité de résistance. Alors moi, j'ai pu rencontrer Dan Glickman, c'est pas n'importe qui, c'était le ministre de l'Agriculture de M. Clinton,
qui, devant la caméra, ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis parce que cette interview est passée partout et piratée partout, tout le monde l'a cité aux États-Unis, qui dit « Moi, je ne pouvais rien faire. » Il était ministre de l'Agriculture, c'était lui qui a signé la mise sur le marché du premier OGM. Je ne pouvais rien faire parce que si j'ouvrais ma bouche, on me tapait sur les doigts. Et voilà, c'était donc Monsanto qui dirigeait le ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Voilà ce que ça veut dire. Alors, c'est pas fini. Parce qu'avec ce... Monsanto est très malin. Là, je dois vraiment... Je suis assez admirative, en fait. Vous avez moi, je suis fatigué, là. Oui, une capacité de mensonge, d'obstruction, de manipulation tellement énorme que nous, les pauvres citoyens, on a du mal à croire sur ce que je raconte, parce que c'est pour ça que je suis un petit peu longue et je fais des gros bouquins, avec plein de notes. Parce que c'est tellement énorme que, évidemment, plus c'est énorme, plus ça passe. Hein. Alors, mais quand même, et en plus, ils pensent à tout. Mais à tout, à tout. Une fois qu'ils ont dit... Eh bien voilà, ils ont fait adopter le principe d'équivalence en substance, ils se sont dit quand même, oulala, il faudrait quand même qu'on ait une ou deux études qui traînent par là, qui prouvent que c'est vrai, parce que quand même, ça ferait plus sérieux, hein, quand même. Donc, ils ont demandé à l'un de leurs scientifiques, Stephen Padgett, alors lequel Stephen Padgett est devenu aujourd'hui vice-président de Monsanto, à l'époque c'est lui qui a bricolé dans son laboratoire pendant 7 ans le soja Roundup Ready. Alors je vous passe les détails parce qu'il en a vraiment chié, excusez-moi l'expression. C'est un travail très difficile de fabriquer des OGM, et ça prend beaucoup de temps. Alors quand on y arrive, on est content. Bon, alors lui, on lui demande de faire une étude censée comparer la composition organique du soja transgénique résistant au Roundup, d'accord, et le soja normal. Hein. L'idée, c'est de montrer évidemment qu'il n'y a pas de différence. Hein. Vous êtes bien d'accord? Ça, il va y arriver très bien, parce que c'est pour ça qu'il est payé. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aux États-Unis, soit dit en passant, un épidémiologiste américain que j'ai rencontré qui parle de science prostituée. Appelons un chat, c'est ce qu'on appelle la science prostituée. Alors, elle est bien prostituée, elle est bien payée, et il fait une étude formidable qui est publiée dans une grande revue, The Journal of Nutrition, qui dit qu'évidemment, il n'y a pas de différence entre un OGM, un soja OGM et un soja pas OGM. Alors, je trouve que, pas de chance, il y a un scientifique en Californie qui se dit quand même, cette étude, d'abord on n'a pas accès aux données brutes, tout ça c'est un peu bon, il est un peu méfiant, donc il recommence lui son étude, il fait la même chose. Sauf qu'il n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Il découvre par exemple, alors je vous passe les détails, hein, qu'il y a un taux d'isoflavone très différent dans le soja transgénique et le soja pas transgénique, donc au minimum on ne peut pas dire qu'ils sont équivalents parce qu'ils sont différents, quoi. Il y a des trucs qui ne sont pas exactement pareils. Et puis il commence à se dire, c'est bizarre quand même, comment se fait-il qu'eux ils n'ont pas trouvé la même chose que moi? Et puis, il enquête, et puis je vous passe les détails, mais en tout cas, il découvre que quand M. Padgett a fait son étude, il a omis une chose. Vous savez, le soja transgénique résistant au Roundup, il est fait pour être arrosé de Roundup, on est d'accord? C'est quand même un truc important dans l'histoire. Sauf que lui, il a fait une étude avec du soja Roundup Ready non arrosé de Roundup. Ce qui est quand même un peu embêtant, n'est-ce pas? Alors, là, il le souligne, il l'écrit, il a des pressions énormes, n'est-ce pas? Et il continue à chercher, puis il découvre aussi que, comme par hasard, en 1996, quand le soja Roundup Ready a été mis sur le marché, parce que tout prouvait qu'il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien que la Food and Drug Administration, comme par hasard, comme par enchantement, mais vous avez vu les rapports entre la FDA et la Monsanto, a changé le niveau de résidus autorisé de Roundup sur les grains de soja, n'est-ce pas? Passé de 6 ppm à 20 ppm, et lui, il appelle la FDA, Phil Enrico, et il lui dit, comment vous avez pu faire, sur quoi c'est basé? Ah, puis il dit, Monsanto nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec 20 ppm, donc on est passé à 20 ppm, et voilà. Ça, c'est la première étude. La première étude qui était censée donc prouver qu'il y avait une équivalence directe en substance. La deuxième étude, alors ça c'est encore plus problématique parce que c'est une étude importante, c'était une étude toxicologique qui était censée prouver que quand les rats mangeaient du soja Roundup Ready, eh ben, ils ne tombaient pas malades, ou enfin voilà. Alors ils ont fait une étude qui a duré 28 jours, alors vous vous rendez compte, 28 jours c'est le temps minimum, vraiment. Hein, tout le monde estime qu'en toxicologie, il faut au minimum travailler 3 mois et l'idéal c'est 2 ans. Enfin bref, 28 jours sur des pauvres rats. Alors je voudrais quand même vous dire, cette étude a été publiée, mais je voudrais quand même vous lire des conclusions de l'étude, toujours faites par Stephen Padgett, parce qu'évidemment il conclut que les rats qui mangent du soja transgénique ne sont pas malades, et qu'il n'y a pas de problème, et qu'ils en redemandent même. Hein. Eh bien, voilà ce que... je vous lis un extrait. Parce que moi, j'ai rencontré deux scientifiques, l'un qui est en Norvège et l'autre est décédé. Donc celui qui est en Norvège, j'ai pu le rencontrer. Ils sont 2 scientifiques à avoir pris l'étude de Monsanto, qui est capitale, parce que c'est à partir de là qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, les rats, ils ont mangé du soja, ils ne sont pas morts, hein, vous avez compris. Tout le monde la cite, cette étude. Puis il s'est dit, je vais quand même l'avoir de plus près, cette étude. Alors il a écrit à Monsanto, il a dit, j'aimerais avoir les données brutes de votre étude, parce que votre résumé, il est un peu court.
ils ont dit non parce que c'est secret commercial, c'est un peu embêtant, me dit le scientifique, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre. Et il me dit d'ailleurs, le fait qu'ils refusent de donner des données brutes à un scientifique comme moi laisse penser qu'ils ont des problèmes avec ces données. Hein. Alors surtout, voyez par exemple ce qu'ils écrivent dans l'étude, la conclusion. À part leur couleur marron foncé, les foies des rats paraissaient normaux lors de la nécropsie. Cette couleur n'est pas considérée comme étant liée à la modification génétique. Pas mal. Et puis c'est pas fini. Un autre, parce qu'il faut quand même voir de quoi ils sont capables. Hein. Les auteurs indiquent aussi que les foies, citation, les testicules et les reins ont été pesés, et que plusieurs différences ont été observées, mais qu'elles ne furent pas considérées comme étant liées à la manipulation génétique. C'est formidable, non? On constate que tout est différent, mais il n'y a pas de raison, c'est pas lié du tout, et voilà, c'est tout. Car à la fin, la conclusion de l'étude, c'est les études toxicologiques fournissent une certaine assurance, certaine, disent-ils eux-mêmes, qu'aucun changement majeur ne s'est produit avec le soja modifié génétiquement. Là, comme le fait très bien remarquer Yann Prime, quand j'ai interviewé, il dit « Moi, je ne veux pas une certaine assurance, je veux une assurance totale. » N'est-ce pas? Alors, ça, c'est le genre d'études que fait Monsanto, mais alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quand même très important parce que les deux études que je viens de vous citer ont fait qu'en Europe, en 1997, quand Mme Dominique Voynet est ministre de l'Environnement, eh bien, elle signe l'autorisation d'importation du soja transgénique des États-Unis. Et quand une fois j'ai rencontré à Montreuil, j'ai demandé comment ça a été possible que vous signiez ça. Elle m'a dit, mais comment je peux imaginer, moi, tout ce que tu lui as décrit dans ce livre, pièce à conviction, comme impossible. Donc c'est ça, plus c'est gros, plus ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est gros, plus ça passe. Alors, c'est pas fini, et après, je veux bientôt en finir parce que je sens que... Ça va? Alors, une fois que ce travail a été fait, que donc le principe d'équivalence de substance a été reconnu comme étant valide, etc., avec des études, pseudo-études, etc., eh bien, Monsanto ne s'est pas arrêté là, évidemment. Parce que dès qu'il y avait un scientifique qui essayait de faire son travail, eh bien, il était soit évincé, soit mis au placard, soit menacé. Et là, je ne peux pas donner trop de détails parce que je crois que je suis déjà un peu long, n'est-ce pas? Ça va? Je veux donner par exemple, justement, monsieur, que j'ai rencontré également, monsieur Arpad Pusztai, qui était un chercheur de l'Institut Rowett en Écosse. Et son histoire est très intéressante parce que quand ces études paraissent sur le marché, sont publiées, dont je viens de parler, faites par Monsanto et Stephen Paget, lui, il dirige un grand institut en Angleterre et il est pro-OGM parce qu'il pense qu'il n'y a pas de raison de douter de ses études, n'est-ce pas? Et il reçoit une commande du gouvernement britannique. C'est à l'époque dirigé par notre cher ami Tony Blair. Tony Blair est persuadé que effectivement, il n'y a pas de problème avec les OGM, mais il se dit, je vais faire ce que n'a pas fait Monsanto, je vais commander une vraie étude, 2 ans, pas 28 jours, n'est-ce pas, 2 ans par le plus grand laboratoire d'Europe en matière de métrologie, et je vais demander ça, et on va prouver, et puis ça sera irréfutable, qu'il n'y a pas de problème avec les OGM. Alors, Arpad Pusztai est chargé de cette mission. Lui, il va tester des pommes de terre transgéniques sur des rats, et il va découvrir que ces rats ont des problèmes, notamment un problème de surchauffe immunitaire. C'est comme si les pommes de terre transgéniques qu'ils ont mangées, eh bien, ils les rejetaient, ça provoque des transformations chez les rats. Et là, il est très inquiet, il demande de poursuivre l'étude, et là, évidemment, le laboratoire est démantelé, il est licencié. On découvre qu'il y a un coup de téléphone du patron de Monsanto, Robert Shapiro, à Bill Clinton, je pourrais Bill Gates après tout, mais bon, de Bill Clinton à Tony Blair, et Tony Blair demande d'arrêter toutes les études. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Manuela Malatesta en Italie, par exemple, même histoire, ou l'histoire d'Ignacio Chapela, qui a lui travaillé depuis l'Université de Californie, qui a découvert que le maïs mexicain avait été contaminé par du maïs transgénique, et qui va se retrouver vraiment dans une cabale absolument incroyable avec des techniques, mais absolument incroyables, où on découvre comment Monsanto va inventer de faux scientifiques qui vont faire une campagne sur Internet pour le discréditer et essayer de le faire virer de Berkeley. Des méthodes, comme on l'a dit, plein d'interlocuteurs que j'ai rencontrés, sales, très sales, et qui sont malheureusement systématiques, et donc contre Ignacio Chapela. Donc c'est vraiment, c'est l'artillerie lourde, c'est des techniques vraiment qui n'ont absolument
éthique, c'est tout le contraire. On est en face vraiment d'un comportement criminel, d'intoxication aussi systématique non seulement des médias, mais aussi des pouvoirs politiques, etc. Je repense en racontant ça à un sénateur français, Jean-François Legrand, qui a dit dans Le Monde, mes collègues sont intoxiqués par la désinformation, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce à quoi on assiste. Et on sait que c'est la technique des lobbying qui va essayer de faire avaler toutes les pilules de Monsanto est très très forte. Là, par exemple, j'ai découvert un document de 10 pages qui s'appelle, j'ai traduit en français, Affaires réglementaires et enjeux scientifiques. C'est un document déclassifié qui était secret, où on découvre par exemple que Monsanto achète l'influence de personnalités scientifiques clés et noyote tous les comités d'experts. Parmi eux, il y a quelques Français, David Kayat, un spécialiste du cancer de renommée internationale, je cite, à qui on a demandé de collaborer à un article qui démontre l'absence de lien entre les aliments transgéniques et le cancer. N'est-ce pas? On a demandé ça à M. David Kayat. Où on remercie dans ce même document, on remercie pour ses services Gérard Pascal de l'INRA, Claudine Junien de l'INSERM, ou Jean Dossé, enfin voilà, des gens de la science qui sont assez connus chez nous, qui ont participé à cette intoxication, à cette opération d'intoxication. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ma conclusion, c'est que véritablement, nous sommes en face d'un comportement criminel, et que si Monsanto était une personne privée, vu tout ce qu'elle a fait depuis un siècle, les OGM, c'est évidemment un dernier exemple, de mentir systématiquement, de cacher la toxicité de ses produits, de manipuler l'opinion pour que ces produits restent le plus longtemps sur le marché, eh bien, si elle était une personne privée, elle serait en prison depuis longtemps. Le problème, c'est que notre système actuel fait que les multinationales ont une sorte d'impunité liée à leur statut. Hein. Vous savez comme moi que, au mieux, quand on a de la chance, on arrive à traîner Monsanto au civil pour avoir des réparations. C'est ce qu'ont fait des habitants d'une ville des États-Unis dans le cas du PCB. Mais on va peut-être ici dans ce tribunal arriver à les condamner à des dédommagements financiers, mais qui seront tellement infimes par rapport à ce qu'ils gagnent avec tous ces produits toxiques que malheureusement c'est pas suffisant, donc il faudra arriver à les poursuivre au pénal. Merci.